Bienvenue au studio dans tes rêves. Je m'appelle Laurence Eleni Bakayoko. Aujourd'hui, rencontre, épisode spécial, première partie, le rêve de vie de Jean-Jacques Guinaud. Je suis retrouvé comme l'un des jeunes assistants réalisateurs du plus gros direct de la télévision française. Oh my god. Dorothée. Exactement. Et j'ai poussé Dorothée et moi je suis tombé en bas. Et là j'ai regardé ma mère et j'ai dit maman, je veux faire des claquettes. Non mais attends, t'as Ah été pour De Michael Jackson. Henri Salvador, Nana Mouskouri, Sylvie Vartan. Les émissions dont je vous parle, c'est les plus grosses émissions de la télévision française avec les plus grosses audiences. Quel conseil tu tirerais de ta carrière pour quelqu'un qui veut faire le même métier que toi? Il y en aurait plusieurs, mais j'allais dire. Et puis effectivement, pas. Ouais. Ouais. Et là j'ai dit stop. Bonjour Jean-Jacques. Mais bonjour, toi, comment ça va Laurence? Ça va très bien, merci. Ah, merci de m'accueillir, je suis très heureux d'être là dans ton podcast. Alors, Jean-Jacques, Oui. tu es producteur, réalisateur. Ouais. Incroyable. C'est un métier comme un autre. Hein. Quand on dit producteur-réalisateur, pour toi, ça veut dire quoi? Ben, producteur-réalisateur, c'est très simple, parce qu'en fin de compte, réalisateur, c'est un peu chef d'orchestre, c'est-à-dire on te confie une mission de raconter une histoire, et je dirais metteur en scène, c'est pour le spectacle live. Moi, quand j'étais petit, je voulais être chef d'orchestre. Ah, c'est ce que j'allais te demander. C'est quoi ton rêve quand t'étais petit? C'était chef Quand j'étais d'orchestre. petit, je voulais être chef d'orchestre. En Ah réalité. ouais? Ouais, moi j'ai été complètement fasciné par Gene Kelly dans Chantons sous la pluie quand j'avais, je pense, 5-6 ans. Ouais. Et là j'ai regardé ma mère et j'ai dit maman, je veux faire des claquettes. Puis je disais mais regarde Gene Kelly, non c'est un mec. Donc mais non c'est pour les filles. Ok, donc il y avait des préjugés aussi un peu Ah quand bah même. oui, oui, beaucoup de préjugés. Ah Mais moi j'ai toujours voulu être, j'allais dire, dans l'art. Et quand j'ai eu mon bac, là j'ai dit ah moi je pars à Paris et je vais travailler avec Dorothée sur TF1 Waouh. Donc là, t'annonces à ta famille, je vais à Paris. et à mes amis Et à tes amis. Ok. qui me prennent pour un fou. Ok. Ils me disent mais ça va pas ta tête là, enfin, je veux dire t'es taré, comment tu vas aller travailler à la télévision? Tu connais Dorothée? Non. Donc Dorothée en France, c'était un peu. Bah, c'est une star. Ouais, C'est une à star. l'époque. Pour tout vous dire, c'est la record woman de Bercy en France. Waouh. C'est-à-dire qu'elle était capable de faire 14 Bercy d'affilée à guichet fermé. Ok, donc les C'est-à-dire- concerts à Bercy, Voilà. salle énorme. 14 000 à Paris. personnes. C'est comme si elle faisait 14 centres belles ici à Montréal. C'est un mélange de Cœur de pirate et Annie Brocoli. Parce que Dorothée, c'est une star pour enfants. Et pourquoi donc pourquoi Paris, pourquoi Dorothée? Parce que tu savais déjà. Je savais déjà que c'était Paris qui était la clé en Ok. réalité de toute la réussite. Pour développer ta carrière. Voilà, toutes les télévisions sont à Paris, Ouais. je sais que le réseau est là-bas, que Ouais. tous les artistes sont là-bas et qu'il faut foncer à Paris. Ouais. Donc je prends un sac à dos, je fais du stop et j'arrive à Paris. C'est Ouais. vraiment la gueule enfarinée. Enfin, quand j'y pense, mais non, mais c'est fou. Parce Ouais. que tu dis, mais pourquoi t'as fait ça? Mm. Tu connais personne, c'est complètement débile. Mm. J'ai envoyé 500 CV et sur ces 500 CV, j'ai eu une réponse. Bertrand Jaune, c'était le coproducteur avec Philippe Gildas. Et en fin de compte, c'est la société qui a été à l'origine de la création de Canal+. C'était mon premier boulot en télé. Là, j'étais très fier, quoi. Ah ouais. Ouais. Et puis au bout de la 18e émission, on me dit ah désolé Jean-Jacques, mais il y a le neveu du producteur qui prend ta place, donc Ouais. tu dégages. Oh, Mais après ça, j'ai été embauché par Dorothée. Ah bah c'est ça. Je voulais savoir Voilà. comment t'as fait pour Donc intégrer mais Dorothée. c'était un long, ça a été quand même un processus, tu vois. Parce que Ouais. j'avais travaillé pour Bête à Malice sur Antenne 2. Et le réalisateur de cette émission, Alors, qui ouais. s'appelait Dominique Rocher, Mhm. avait travaillé avec Dorothée. Et donc, j'ai dit, non, moi, je veux... Ah, t'as travaillé pour Dorothée, mais moi, je veux travailler pour Dorothée. Et je l'ai fait chier pendant toutes les émissions quand j'étais stagiaire. Toi Et là, attends, parce que toi dans ta tête, c'est l'icône de ta jeunesse C'est ça. que tu veux contacter, c'est quoi. ça, c'était vraiment mon Il y a un rêve. truc, ouais. Et puis Dorothée, elle était chanteuse, elle faisait de la télé, elle faisait des spectacles, des Voilà. comédies musicales. Et donc, il me donne un numéro de téléphone. Et puis, d'une manière très solennelle, il me dit, appelle cette personne de ma part, il s'appelle Jean-Luc Azoulay. Tu vas voir, c'est lui la clé pour travailler avec Dorothée. Mais il n'y avait pas Internet à l'époque. Faut Eh pas oui. oublier ça. Je ne savais pas qui était Jean-Luc Azoulay. Ah d'accord. Jean-Luc Azoulay, c'était le producteur de Dorothée. Mm. Donc, il me donne ce numéro de téléphone qui pour moi est le sésame ultime. Et là, je commence à appeler. Puis je dis bonjour, je voudrais parler à Jean-Luc Azoulay. Ah bah, il est en studio.
Allô, bonjour, je voudrais parler à Jean-Luc Azoulay. Ah bah là, désolé, il est en interview. Bref, je n'arrivais pas à l'avoir et pendant plusieurs mois, j'ai appelé plusieurs fois par jour. Waouh. Pendant 2-3 mois. Toujours, bonjour, nanana. Puis moi, j'étais désœuvré, quoi. J'avais pas de boulot. J'acceptais pas les boulots qu'on me proposait parce que j'ai dit non, je n'accepte pas ce boulot. Donc j'en avais marre de bouffer des pâtes, Ben et oui. des boîtes de thon et des boîtes de sardines. Ah oui, oui. Et donc, Persévérance. Quelle Et là, persévérance. je dis, non, c'est lui, c'est Oui. lui, c'est lui, Ouais, c'est lui. ouais. Et donc, Oh my God. et un jour, complètement désœuvré, mais alors le moral dans les chaussettes, je sais pas pourquoi, là je tombe sur la même secrétaire, je reconnais sa voix, le barrage secrétaire classique. Quoi. Ouais. Je dis bonjour, je dis même pas bonjour, je crois que je dis salut, c'est Jean-Jacques, je voudrais parler à Jean-Luc. Mais d'un côté tellement sérieux et lugubre, je sais pas comment dire. Il dit oui, pas de problème Jean-Jacques, je vous passe Jean-Luc. Non. Et là, je tombe sur Jean-Luc Azoulay. Je dis bonjour, je sais pas qui vous êtes, mais moi je suis Jean-Jacques Guinaud et donc je veux travailler avec vous, même gratuitement. J'ai travaillé pour France 2 sur l'émission Nana. C'est Dominique Rochet qui m'a donné votre numéro de téléphone. Wow. Je veux travailler pour. J'étais complètement hystérique. Ah ben oui. Et là, lui, super d'un calme olympien, il me dit bah écoutez, pas de problème. Moi, je vois pas d'inconvénient, mais c'est pas moi qui m'occupe de ça. Vous allez appeler Jean-Marie Aumont et il me donne un nouveau autre numéro numéro. de téléphone. Et là, il raccroche et je dis ah non, putain, ça va recommencer. Ah oui, c'est ça, je vais devoir me C'est taper la le... boucle, tu sais, Ouais, le- ouais. Le La- Larsen. La maison, Le la maison des fous dans Astérix. Ah non, non, je dis, ça y est, ça recommence. Ouais. Et puis là, complètement désœuvré, je dis, bon, on n'attend pas que la douleur soit tout de suite, Ouais. que la sentence et que l'exécution soit immédiate. Là, tous Prenez-moi tes sur la place rêves sont en publique. train de partir en éclats. Et tout, faites l'étoile. Donc j'appelle, je dis... Et là, je tombe directement sur Jean-Marie Aumont. Donc, j'en reviens pas, parce que Ah ouais. comment ça, il n'y a pas de secrétaire, tu vois. Et là, je dis bonjour. Et là, j'ai triché un petit peu, j'avoue. Je dis bonjour, je vous appelle de la part de Jean-Luc Azoulay. Yeah. Et j'aimerais être stagiaire, assistant réalisateur. Vraiment très sérieux, très nanana. Et là, le mec, il me dit, bah, vous êtes disponible à 14h. Genre, il était 11h du matin. Puis là, je dis, oh là là, ça va être chaud bouillant. Machin. Et je dis, oui, je serai là. Et donc, j'arrive à 14h et le mec me parle pendant des heures et des heures, me parle de la vision de AB Productions, qui était la société de A, qui était le A de Azoulay, le B de Berdache. Il monte les caméras, il monte les plateaux, les travelling, les éclairages. Il me dit, bon, bah, ok, est-ce que vous êtes disponible demain à 7h du matin? Et je dis demain, tu vois, bah, oui, je suis disponible. Bon, bah, vous commencez demain à 7h. Waouh. Et là, j'ai commencé à travailler pour Dorothée sur les plateaux. J'ai couru partout pendant 5 ans Oh là 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 là. à travers les plateaux et l'émission a explosé aussi parce que il venait de signer un contrat de 1300 heures avec TF1, ce qui est colossal. Ouais. Et donc, il y avait Salut les musclés, puis après ça a été Donc, c'est Hélène Salut et les les garçons, musclés, du collège des cœurs brisés, la philo machin, bref. Premier baiser, non? Premier baiser, Voilà, tout ça, c'est toutes les du miel et des émissions. abeilles, et tout ça, ça a été des sitcoms, les premiers sitcoms français. Ouais. T'as quel âge là quand tu réussis enfin à accomplir ce rêve? Bah, je crois que j'ai 21, 22, quoi, quelque chose comme ça. Je suis jeune, donc j'étais un bébé, là. Ouais. Et alors, ce qui se passe, alors, c'est ça aussi, c'est que je monte les échelons très rapidement. Puis, au bout de 2 mois, j'ai été nommé 3e assistant réalisateur. Très vite, j'ai été 2e assistant réalisateur, genre 1 mois après. Yeah. Et après, on a eu, ce qui se passe, c'est que Dorothée faisait son premier Bercy en décembre. Et donc, moi, je vais frapper chez Jean-Luc Azoulay. Je dis bonjour, je sais pas si vous me connaissez. Moi, je veux faire Bercy. Aujourd'hui, c'est les vacances. Vous avez mis tout le monde en vacances. Mais moi, je veux rester travailler avec vous. Si vous m'acceptez comme assistant sur le spectacle de Dorothée à Bercy, Génial. j'annule mes vacances, je reste avec vous. Je m'en fous de Noël, je m'en fous du jour de l'an. Je vais être avec vous. Oh là là. Et là, le mec, il dit, ah bon, mais tu veux annuler tes vacances, là? Je veux dire, t'as bossé comme un fou, là. Et je dis, non, mais moi, je m'en fous, je vais être avec vous sur Bercy. Ouais, toi, t'avais encore une fois, c'est ta vision, toi. Hein. T'es mené et par donc, ta vision. Il me dit, je demande à Dorothée, je reviens pour toi. Puis en fin de compte, il avait déjà pris sa décision, c'était lui qui décidait. Mais il Ouais. faisait croire que c'était Dorothée qui prenait la décision. Et puis à minuit, il sort de son bureau. Moi, j'en pouvais plus. Je dis, putain, quand c'est qu'il va me donner la réponse, quand c'est qu'il va me donner la réponse. Et il a dit, oh, bah, c'est bon, tu commences demain à 7h. Et j'étais pas rentré chez moi, j'avais 1h30 pour rentrer en bus chez moi et 1h30 en bus pour revenir. Ouais. C'est leur spécialité, tu commences demain matin à 7h. Ah oui. On était quand même les esclaves de l'audiovisuel. Ouais. Ah oui, c'était quand même assez incroyable. Et donc là, ça marche et tu pars sur le spectacle et... Et voilà, et donc Bercy démarre. Ouais. Et donc je me suis trouvé indirectement l'assistant de Jean-Luc Azoulay
Puis ça a bien matché entre nous, quoi. Et qu'est-ce que tu as aimé le plus dans de l'organisation des spectacles, dans la réalisation? C'est parce que c'est la folie, quoi. Puis tu pars de rien, tu pars d'une idée que tu mets sur un papier, et puis après il faut diriger. Enfin, je veux dire, il faut aller voir tout le monde, rassembler toutes les équipes, et puis dire ok, le décor c'est ça, les costumes c'est ça, le maquillage c'est ça, et puis il faut tout mettre en place, la construction c'est ça, la scène c'est ça, l'éclairage c'est ça, le son c'est ça. Et moi j'étais au tout début là, c'est-à-dire que Jean-Luc Azoulay m'a donné un texte. Puis il a fallu tout organiser, quoi. Wow. Et j'avais 23 ans, là. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, tout le monde m'écoutait, là. C'était drôle, quoi. C'est tu fais ça, tu comprends. Jean-Luc veut ça, il faut ça. Donc, c'était... et tout le monde disait oui. Et donc, j'adorais, j'avais comme le bâton du pouvoir, quoi. Le sésame. Jean-Luc Azoulay a dit ça. Jean-Luc a dit ça. Et c'est quoi ton meilleur souvenir de cette période-là d'organisation des concerts? Les concerts, c'est la première. La première du concert, quand t'as 14 000 gamins qui tapent des pieds, qui tapent des mains. Dorothée! Exactement. Et là, tu dis, oh my God, c'est pas possible. Et c'était impressionnant, quoi. C'est une espèce d'énergie, quoi. Puis tout le monde est complètement sur le stress, tout ça, etc. Moi, je sais pas pourquoi j'avais un peu de stress, mais on était prêts, on avait répété, donc tout était sur les épaules de Dorothée. Tu vois, puis après, il y avait la tournée, et moi, je voulais être pris sur la tournée, j'étais pas encore pris sur la tournée. Ok. Et j'ai dit, putain. Comment tu t'es débrouillé, alors? Et en fin de compte, un truc vraiment con, c'est que la scène, en fin de compte, la mise en scène, c'était une scène quand même qui faisait 1000 mètres carrés. Donc 10 000 pieds carrés, c'est beaucoup, là. Et c'était une scène qui rentrait dans une scène qui était sur rail, énorme, incroyable, quoi. Et le jour de la dernière... C'est genre Madonna pour les enfants. Ouais. Quoi. Ah oui, mais elle a battu le record de... Madonna ne bat pas le record de Dorothée. Hein. Ah ouais. Attention, hein. Elle a le record woman de spectateurs et de Bercy et le record d'audience de la télévision française. Oh waouh, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Incroyable. Elle faisait des audiences régulières de 7 à 11 millions de téléspectateurs. Incroyable. Et elle a un record de 30 millions de téléspectateurs, c'est-à-dire la totalité de la France, quasiment, puisqu'on a 65 millions d'habitants en France. Ouais. Donc t'imagines, un Français sur deux regardait Dorothée, quoi. Incroyable. Donc on faisait super gaffe et tout, les agents de sécurité ont été débordés, les enfants se sont mis à monter sur scène. Et là, on se retrouve avec quelque chose, mais genre 200 gamins sur scène. C'était pas... Et moi, je les descendais. J'ai dit, non, vous n'avez pas le droit de monter sur scène et tout, etc. Et la scène commence à s'ouvrir parce qu'à la fin de la mise en scène, c'est que la scène se dégageait, mais la scène, elle était au moins à 2 mètres, quoi. Ouais. Et Dorothée était sur des marches encore plus haut, quoi. Ouais. Et là, il y a des enfants qui s'accrochent à Dorothée. Et la scène se met à s'écarter. Et là, je dis, oula, ça va mal se passer parce qu'ils vont tomber dans le trou. Et donc, ça veut dire 2 enfants et Dorothée qui se blessent. Ça veut dire pas de tournée et des enfants blessés et un scandale. Et qu'est-ce qui va se passer? Et dessous, il y avait de la machinerie, il y avait des rails, de l'électricité, des trucs. C'est une chute de 2 mètres. Pour des enfants, ils avaient quoi? Les enfants, ils avaient, je sais pas, 8-9 ans, quoi. Et là, en fin de compte, je sais pas ce qui m'a pris. Hein. J'ai couru à fond, mais vraiment, je revois la scène au ralenti, c'est trop drôle. J'ai couru, j'ai sauté dans le vide et j'ai détaché les mains des enfants qui tenaient Dorothée. J'ai jeté les gamins par terre pour qu'ils tombent sur la scène d'un côté et j'ai poussé Dorothée de l'autre pour qu'elle tombe sur la scène de l'autre côté et moi je suis tombé en bas des 2 mètres Jean-Jacques. Et je savais pas où je tombais. Non. Mais il s'est rien passé, je suis tombé pile poil au bon endroit. Et donc le soir, c'était donc la dernière du spectacle à Bercy. Et je me souviens qu'on avait, à chaque fois que tu terminais des gros shows comme ça, il y avait ce qu'on appelait un repas de production. Et donc là, grande classe et tout, petit four, enfin bref. Et là, j'arrive, et là, tout le monde m'applaudit. Parce que ça faisait un peu drôle, c'était un peu Jean-Jacques. Donc, bref. Et puis là, j'ai dit, mais alors, est-ce que je fais la tournée? Est-ce que je fais la tournée? Je dis, mais tu verras. Arrêtez. Tout le monde a fait. J'en pouvais plus. Ah ouais. Et puis jusqu'à la fin du repas où Jean-Luc tape sur son verre et puis fait une annonce. Il dit, bon, bah voilà, je voulais simplement vous annoncer que Jean-Jacques allait faire la tournée avec nous et allait nous accompagner sur la totalité de la tournée. Moi, j'ai dit, yes! I made it! Ah ouais. Et donc là, ça a été vraiment le début d'une histoire. On est parti en tournage en Guadeloupe pour faire des concerts, des émissions de télé. Et là, toujours avec Dorothée, hein? Toujours avec Dorothée. Ouais.
Et donc, comme on a fait des concerts, moi j'étais sur la partie concert. Mhm. Et puis il y avait la première assistante réalisatrice qui avait préparé le tournage de 2 mois. On devait tourner 2 mois en Guadeloupe et Martinique, dans les Antilles françaises. Et c'était pendant 3 semaines. Ils étaient arrivés 3 semaines avant nous. Genre, ils s'étaient fait bronzer. Ah, ok. Il partait en. Puis moi, Genre, en tout inclus. j'avais discuté avec la première assistante réalisatrice. Tu vois, moi, je dis, mais nous, on arrive, rien n'est prêt là. Bah, écoute, rien n'est prêt, vous attendrez. Le réalisateur qui s'appelait Pat Le Guen a pris l'assistante en grippe. Et là, Jean-Luc a décidé de virer, en fin de compte. Il a pris la première assistante réalisatrice et il a dit ça marche pas. Ah ouais. C'est comme ça qu'à la rentrée, en septembre, j'ai été nommé premier assistant réalisateur des émissions du Club Dorothée. Je me suis retrouvé comme l'un des plus jeunes assistants réalisateurs du plus gros direct de la télévision française. Incroyable. Voilà. Incroyable. Non, mais c'est marrant. Mais moi, j'avais pas conscience. Ouais. Parce que quand j'y pense aujourd'hui, je dis mais tu confies pas le plus gros direct de la télévision française à un gamin de 23 ans Ouais, mais. qui est responsable de 150 personnes sur le plus gros direct de la télévision française. Mais tu venais de sauver la vie de Dorothée. Oui, bah voilà, j'ai sauvé. Donc voilà, ceci explique cela. Donc en fait, toi, dans ton... Parce que tu as un livre. Ah oui, parce que... 1000 jours avec Dorothée. Et donc dans ton livre, tu racontes un peu toutes ces anecdotes. Je raconte la vie des coulisses du Club Dorothée et de la télévision française. Ouais. Alors c'est un livre bienveillant, là. Je veux pas de... Enfin, je veux dire, c'est un truc qui raconte la folie de comment on travaillait, des anecdotes, des crises de nerfs, des coups de gueule, mais toujours d'une manière très drôle, quoi. Ouais. Et donc, voilà, donc 1000 jours avec Dorothée.com si vous voulez commander le livre. Il faut le commander le livre encore. Et qui raconte toutes les coulisses et les anecdotes croustillantes de la télévision française. Parce que, après Dorothée, moi j'ai été embauché par Canal J, la chaîne des enfants, où j'ai mis en place leur direct à eux, parce que comme j'avais une grosse expérience du direct, ils m'ont dit viens apprendre à nos animateurs, et eux ils connaissaient pas, c'était le début des autres chaînes de télévision. Je suis devenu réalisateur, enfin, grâce à Canal J. Et puis en même temps que Canal J, je faisais la voix de Spirou sur TF1 tous les matins, donc dans l'émission À toute spipe. Tu peux nous faire la petite voix de Spirou ? C'était ma voix, tu sais, c'était genre ouais, salut les amis, vous allez bien ? Allez, c'est parti pour 2 heures de folie. Et donc c'était juste une petite voix comme ça. Et puis après, j'ai été embauché par Christophe de Chavannes pour l'émission Combien ça coûte. Les émissions dont je vous parle, c'est les plus grosses émissions en réalité de la télévision française avec les plus grosses audiences. C'est assez étonnant. J'ai collaboré sur des émissions avec Henri Salvador, Nana Mouskouri, Sylvie Vartan. J'ai travaillé une journée pour Michael Jackson. Des petites aventures comme ça au fur et à mesure. À travers Dorothée, elle a rencontré Michael Jackson. Le régisseur de Dorothée, le régisseur général, le régisseur technique, c'était lui qui faisait tous les grands concerts. Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Sardou, et puis les étrangers qui venaient en France, et dont Michael Jackson. Et donc, le régisseur général il me dit viens travailler comme stagiaire sur le show de Michael Jackson. Moi, je dis waouh, ok. Ouais. Je dis ouais, sans problème. Et donc moi mais ça a été vraiment un boulot de stagiaire pas très gratifiant, mais c'est pas grave. Je veux dire, c'est parce que je devais mettre de l'eau dans toutes les loges et dans tous les endroits possibles et imaginables, sur scène, pour le batteur, pour le machin, etc. Et alors, est-ce que Michael Jackson est arrivé dans un congélateur ? Ah non, moi je sais pas, parce qu'en plus de ça m'a choqué. La partie française ne pouvait pas communiquer avec la partie américaine. Et on était séparés par une barrière, écoute bien, une barrière de 2 mètres de haut, anti-émeute, avec la largeur du maillage du grillage était marquée dans le contrat. Il fallait qu'il y ait 2 bâches plastiques occultantes de chaque côté, plus une barrière d'arbres, de cyprès, de tuyas, de telle hauteur, de 2 mètres de haut, de chaque côté, avec impossibilité de voir à travers. Et tu avais des badges. Alors, tu avais des badges avec des pastilles. Et tu avais accès à tel endroit. Tu avais le droit d'aller à la scène, mais tu n'avais pas le droit d'aller dans les coulisses de Michael Jackson. Tu n'avais pas le droit d'aller dans la loge de Michael Jackson. Je me souviens d'avoir entendu des Américains parler de oui, mais les Français, ils sont sales, ils puent. C'est des paysans. Ils cultivent des patates. Enfin, un truc comme ça. Là. Enfin, je parlais pas bien anglais à l'époque, mais c'était pas très agréable. On était vraiment des pestiférés. Il fallait pas absolument qu'on ait aucun contact avec l'équipe américaine. Non, mais attends, t'as été
porteur d'eau pour De Michael Michael Jackson. Alors, attendez, Jean-Jacques, Ah, on oui. peut mourir là. Ah oui, c'est vrai, c'est drôle. C'est fou ça, Ouais, c'est c'est incroyable. Et toutes ces anecdotes, tu le racontes donc dans ton livre Ouais. 1000 jours avec Dorothée. Ouais, tout à fait. D'accord. Puis après, la télé, De Chavannes m'a vidé. Et là, j'ai dit stop. Mm. Depuis que tu as l'âge de 5 ans, tu Mm. veux faire une comédie musicale à cause ou grâce à Jane Kelly. Ouais. C'est le moment d'écrire ta comédie musicale. Ah. Quand j'avais 3 ans, puis on m'a dit qu'est-ce que tu veux être quand tu seras grand? J'ai dit je veux être un ange. Oh. Et là, on m'a dit non, c'est pas possible, tu peux pas être un ange. À 5 ans, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux être danseur et faire des spectacles. Non! Attends, mais donc ton histoire d'ange est venue avant alors? Ah oui, oui, Avant, ça, quand c'est on te demande, Ah ouais. Ça, c'était très drôle. Quand j'étais petit, je voulais être un ange. Bah, déjà, je voulais voler. Ouais. Il y avait ça. Là, Ah oui, tout moi, le je monde. veux voler. Qui ne voulait pas voler? Bon, Exact. d'où le mythe de Peter Pan, de Spider-Man. Spider-Man et Superman. Et donc, à pas tout à fait 40 ans, j'ai dit, je fais ma comédie musicale. C'est maintenant. Mhm. J'écris ma comédie musicale. Et là, je commence à réaliser mes premières chansons Ouais. et à vouloir faire un spectacle qui s'appelle L'Empire des Anges. Ok. Parce que Mais- pour moi, c'était un empire. Et là, je découvre qu'il y a un livre qui s'appelle L'Empire des Anges. Je dis, ah bah non, je veux pas faire. Donc, j'ai changé le nom. Ça s'appelle La vie des anges. Ok. Et aujourd'hui, cette comédie musicale, je l'ai produite donc à Paris. Et Yeah. donc, je suis venu à Montréal, au Théâtre Ouais. Saint-Denis. J'ai fait la comédie musicale La vie des anges à Saint-Denis. Je suis tombé amoureux de Montréal. Ça fait 17 ans que je suis à Montréal. Mm. Mais là, je suis en train de préparer New York. J'ai dit, il est temps. Tu as assez posé tes valises. Ouais. Il faut que tu redémarres et que tu ailles faire ça à New York. Donc là, ton prochain rêve, c'est la vie des C'est anges à Broadway. New York. C'est Broadway. Ah ouais, c'est Carrément. Broadway. Ah oui, clairement. Clairement. Waouh. Je sais pas si ça va marcher, mais Bah attends, c'est qui sûr. ne tente rien n'a rien. Mais oui, attends, t'as Et vu c'est ton des parcours. projections. Hein. Moi, ma passion, c'est les anges, c'est les ailes, c'est l'air. Et je me dis, c'est la légèreté. On a choisi de faire des métiers de légèreté. Si tu te trompes en appuyant sur un bouton dans une émission de télé ou parce que il y a un acteur qui rentre pas bien ou qui interprète mal sa chanson, là, tu vas pas tuer 20 000 personnes. Là. Exact. Et c'est très, très drôle. À Montréal, Mm. le jour de la première, Mm. on a eu un article dévastateur, mais qui s'est attaqué là, je veux dire, au spectacle en disant que c'était de la merde, que c'était pas possible, que c'était nul, que c'était encore des Français qui se prenaient pour, je veux dire. Et le mec, il avait pas vu le spectacle. Ah, Enfin, si, il a vu le spectacle, mais il dit qu'il est parti à l'entracte. Comment tu peux critiquer un spectacle que tu as vu à moitié? mm. T'as même pas vu la fin du spectacle, Mm. t'as rien vu, puis tu dis que c'est nul. Comment on fait pour Et là- aller au-delà? Comment on fait pour aller Et au-delà ben des là, il critiques? se passe quelque chose, il y a toujours quelque chose de magique. Ouais. Et là, je suis à la fin du spectacle, mais alors, je tire une gueule de machin, mais personne ne me connaît. Et là, j'ai une personne qui vient me voir et qui me dit, ah, c'est vous, on m'a dit que vous étiez l'auteur et le metteur en scène de ce spectacle, La vie des anges. Je dis, bah oui, c'est moi et tout, etc. Et alors, tu sais, moi, je pensais qu'elle allait me dire que c'était nul et tout, etc. Elle me dit, écoutez, c'est le plus beau spectacle de ma vie que j'ai jamais vu. Et je vais vous dire autre chose. Je suis venu voir ce spectacle parce que vous parlez d'anges et que je pensais que ça allait être mon dernier spectacle. C'est le dernier spectacle que je voulais voir avant de mourir parce que je voulais me suicider ce soir. No way. Ouais. Et vous m'avez redonné l'espérance dans la vie et dans l'être humain. Et donc, je ne me suiciderai pas ce soir. Jean-Jacques. Et là, j'ai dit, waouh. Et c'est des choses qui te marquent à vie, quoi. Et c'est là où vraiment, moi, je dis aux gens que les artistes sont les docteurs de l'âme, quoi. Enfin, Mm. et je pense sincèrement qu'il n'y a que les artistes qui peuvent sauver le monde, qui peuvent sauver la guerre, qui peuvent sauver la paix. Et donc, bon, je sais pas si mon message sera entendu, là, mais en tout cas, moi, je le dis aux artistes, je dis, mais allez-y, réveillez-vous, faites des shows, rentrez en contact avec les gens. Vous êtes les docteurs de l'âme. Il n'y a que l'art qui ne peut qu'éveiller les consciences, qui ne peut qu'inspirer et qui ne peut que tirer les gens vers le haut. Vraiment. Ouais. J'ai jamais, enfin, je la raconte dans mon livre, forcément, cette histoire. J'ai été très atteint hein, par cet article. J'imagine parce que dans tout processus de création artistique, l'une des grandes peurs, c'est de le mettre son travail à l'extérieur. Et quand tu le mets, c'est une vulnérabilité absolue. C'est ça. Et donc là, on t'arrache la peau parce que t'es déjà tout nu, quoi. Donc, comment, d'après toi, je sais pas, est-ce que tu auras un conseil pour les artistes ou pour les producteurs, réalisateurs, quand t'es atteint comme ça, comment tu fais pour te relever? Toi, c'est finalement cette dame qui t'a un peu Je pense qu'il y a sauvé. toujours des éléments qui te permettent, il y a toujours des Ouais. choses qui arrivent, si tu veux, c'est un process. Et je pense que quand il arrive forcément ça, il y a d'autres choses qui arrivent derrière. Alors Ouais. c'est aussi pour confronter
ton œuvre. Hein. Enfin, Ouais. je veux dire, Exact. c'est ça aussi qui te rend plus fort après. Oui. Ce qui est le plus important quand tu présentes quelque chose, c'est qu'il y ait des gens qui aiment ou qui n'aiment pas. Mhm. Parce que tant que les gens aiment ou aiment pas, tu ne les laisses pas indifférents. Exact. Et tu provoques quelque chose en eux. Ouais. Puis il faut du temps aussi. J'ai mis énormément de temps. Hein. J'ai mis beaucoup de process avant que je réenclenche New York et Broadway, l'idée de faire Broadway. Ouais. Il m'a fallu plusieurs années. Hein. J'imagine. On disait non mais c'est bon. Voilà. Dans mon entourage aussi, j'ai beaucoup de gens qui me disaient ah bah c'est bon là, ton spectacle tu l'as fait quoi. Tu le prends puis tu le mets dans un tiroir puis on n'en parle plus là. Mais Parce que moi je cassais les couilles à tout le monde avec ça. Enfin, je parlais que de ça là, tu vois, les anges, des spectacles. Bon à un moment là, on en a parfois marre. Mais bon. Les autres, mais pas toi. Merci mes amis de me supporter. Ouais, mais de toute façon, toi, même si les autres te disent ranger, t'as bien compris. Enfin, tu savais déjà que ta vision, c'était Paris, Montréal, New York. Ouais, c'est ça. Donc, quel que soit le temps que ça prenne. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit truc aussi qui a réenclenché les choses. Pendant la Covid, j'étais à New York. Là, la Covid se termine et là, j'apprends que j'ai un cancer. Oh. Et je dis, oh my God. Et mon médecin me dit, vous avez 10 jours pour rentrer ou vous êtes mort. Je dis, oh my God. Ah oui, c'est sérieux quand même, un cancer. Oh my God. Et donc, je rentre 2 ans de processus de soins, de machin. Donc, 2 ans de Covid, 2 ans de machin. Donc, 4 ans, là. Ça fait un peu... Hein. Il y a 4 ans de ma vie qui restent un peu, on va dire, entre parenthèses. Ouais. Et puis, c'est là où j'ai décidé d'écrire un livre sur Dorothée. J'ai dit, bon, ça va m'occuper. Donc, j'écris ce livre sur Dorothée. Puis, je reviens à Montréal. Et puis, je décide de faire New York. Donc, voilà. Puis j'ai un autre projet, mais je sais pas si je peux en parler, mais tu le couperas au montage si tu t'en veux pas. C'est que je monte un cabaret du côté de Toulouse, dans une petite ville qui s'appelle Mon Cul. Non. Arrête, Jean-Jacques. Et qui s'appelle le cabaret éphémère. Donc le là, cabaret de Mon Cul. Voilà, le cabaret de Mon Cul. Après les poils de mon cul, les plumes de mon cul. Et donc le cabaret éphémère, alors c'est aussi un travail... C'est comme je fais un travail de coaching motivateur de talent avec les artistes du Québec et que malheureusement, je suis vraiment triste pour les artistes québécois parce que les artistes québécois, ils ont des valeurs que moi j'adore et malheureusement, les artistes sont en train de mourir à Montréal en tout cas. Tu veux dire que plus personne va voir des spectacles? Ouais, quoi, les gens veulent plus payer 25 $ pour aller voir un artiste émergent, quoi. Oh ouais. Et c'est triste. Ouais, c'est triste, c'est-à-dire que cette curiosité n'existe plus. Je vais voir les gros shows, je vais aux shows gratuits, c'est-à-dire je vais aux Francopholies, je vais au festival de jazz, mais je vais plus dans les petites salles. Est-ce que le gouvernement, est-ce que la société va se secouer parce que c'est pas au gouvernement. Le gouvernement peut soutenir, mais c'est pas au gouvernement de soutenir. C'est aux Québécois de se réveiller et de dire je soutiens ma culture et je vais soutenir ma culture québécoise. Et donc toi, ton objectif maintenant, donc c'est d'une part ta comédie musicale à New York, et puis ce cabaret-là pour permettre à des artistes québécois d'aller trouver des nouveaux publics. C'est ça. Dans la francophonie, voilà. donc notamment. Et d'aller défendre la culture québécoise. Ouais. Je veux dire, à l'international. Surtout sur le marché francophone. Et dans toute ta carrière avec Dorothée. Oui. Où tu es devenu réalisateur et tout ça, quel conseil tu tirerais de ta carrière pour quelqu'un qui veut faire le même métier que toi? Je dirais qu'il y en aurait plusieurs, mais j'allais dire, sois curieux, à l'écoute, et puis effectivement, juge pas. Mets ton ego au service de ton œuvre. Ouais. Ne mets pas au service de ton ego. C'est toute la vie. Ouais. Je vous assure, c'est vraiment incroyable. Les artistes, ce sont des gens comme tout le monde. Hein. Oui. Donc, moi, je dis, à partir du moment où tu as décidé de vivre, là, vis. Puis tu as un engagement. Si tu as décidé de t'engager, engage-toi. L'un des conseils, c'est d'être inspirant. Qui c'est que je peux inspirer? Est-ce que mon travail est inspirant? Oui ou non? Et il faut essayer de transmettre sans arrêt, donc être le mentor de quelqu'un, enfin qu'on te choisisse comme mentor. Moi, je trouve que c'est une des plus belles, des plus beaux cadeaux qu'on puisse se faire. Moi, on m'a souvent demandé, est-ce que tu peux être mon mentor? Bien sûr. Et donc ça, c'était génial. Jean-Jacques, c'est le moment où tu vas nous partager ton rêve. Ah, la partie du grand n'importe quoi. La partie du grand n'importe quoi. Donc mon rêve,